docteur Alpha Abdoulaye Diallo est notre invité ce matin, droit à l'œil, docteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes vice-président du CNOCS. Oui. Et vous êtes président de la coalition Publiez ce que vous payez. Oui. Vous êtes un acteur majeur de la société civile, docteur. Bien entendu. Et de ça depuis longtemps. Très longtemps. Je vais vous interpeller sur le discours du Premier ministre. Vous connaissez le Premier ministre, évidemment, vous connaissez le Premier ministre, vous suivez sa politique depuis, en tant qu'acteur de la société civile. Mais avant, docteur, puisque ça fait longtemps que je ne vous ai pas interviewé, on est d'accord? Oui, mais je suis un habitué de votre émission. Voilà. Donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas interviewé. Alors, on va commencer par là, docteur. Ça, c'est pour ma curiosité personnelle. Comment ça a pu finalement arriver, docteur? Je vais parler d'un autre mandat pour le professeur Alpha Condé. Parce qu'on sait que, majoritairement, la position, notamment de vous, était une alternance en Guinée. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Comment a-t-on pu échouer? Bon, dans tout projet, il y a des réussites, il y a des échecs, mais il faut tirer les leçons de toute forme d'action humaine. Il faut savoir tirer les leçons et avancer. Je pense que ce qui est arrivé, ça a été véritablement un échec? Pas un échec en tant que tel, mais ça a créé beaucoup de tollé au niveau de l'environnement politique. Il y a eu plusieurs débats, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé. Et il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont. Il y a eu plusieurs sacrifices. Des sacrifices en vie humaine, des sacrifices en perte de destruction des biens et matériels. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué les Guinéens. Négativement pour certains et positivement pour d'autres. Puisque vous savez, c'est ça aussi la vie. Mais il faut savoir vraiment tirer les leçons et avancer pour que véritablement la Guinée démarre. Parce que avant tout, c'est la Guinée qui compte. Je suis d'accord avec vous. Sinon que depuis 2017, si nous prenons depuis 2017, l'alerte pour la première fois est arrivée en 2017, annonçant une possibilité qu'il y ait un autre mandat pour le professeur Alpha Condé. Vous, de la société civile, déjà, vous faisiez partie de ceux qui ont alerté et vous avez communiqué dans le sens qu'il y ait une alternance. Donc 2017, 2018, 2019, 2020. Hein, en démocratie, l'alternance, c'est un peu la respiration en démocratie. Je sais, mais ma question, c'est que pendant plus de 3 ans, vous étiez en train d'alerter, il y a eu des actions, notamment dans la dernière année, mais finalement qui n'a abouti à absolument rien. J'ai envie de dire, est-ce que c'est un échec des organisations de la société civile guinéenne? Bon, on ne peut pas parler d'échec en tant que tel. Vous savez, en matière de démocratie, il y a les principes basiques en matière de démocratie. Donc, c'est le respect scrupuleusement de la loi, surtout de notre constitution. Notre adversaire, nous, en tant que société civile, c'est la loi. Je suis d'accord. Sauf que cette fois, la loi n'a pas été respectée, dira-t-on. Non, c'est justement ça le vrai problème. C'est que le véritable problème dans les démocraties en construction, y compris la Guinée, c'est souvent le fait que les politiques, surtout qui sont au pouvoir, taillent la loi à leur mesure. À leur mesure. Et ça, c'est quelque chose. Normalement, il faut que la loi résiste. Ça veut dire quoi, docteur? Je ne suis pas en train de vous comprendre. On a laissé faire les politiques, c'est ça? On n'a pas laissé faire les politiques, mais au contraire, les politiques ont une force de manipulation de la population, de telle sorte que leur bon vouloir, avec les moyens qu'ils disposent, les moyens économiques, les moyens sécuritaires, et ça met en branle l'ensemble de la population et la majeure partie souvent suit. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? En français facile, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Est-ce que les organisations de la société civile, les organisations auxquelles vous appartenez, parce qu'il y a quand même des organisations qui ont préféré ne pas prendre activement position, mais les organisations auxquelles vous appartenez,
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement pour qu'il y ait une alternance, malgré les campagnes, malgré les discussions, malgré les différentes sensibilisations au niveau des populations, malgré les moyens déployés, notamment par ces organisations-là, malgré l'accompagnement d'autres politiques de l'opposition. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non, ce que je veux vous dire, oui, c'est que partout où la démocratie a avancé, il faut à la fois une combinaison de deux choses. D'abord, la volonté politique au plus haut niveau. Okay. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et aussi la bonne disposition des populations à suivre cette la volonté politique au plus haut niveau, non, docteur. Ça veut dire les alternances politiques ont toujours été voulues par soit le premier responsable du pays. Oui. Donc il dit, attention, je vais inscrire mon pays sur cette ligne. Okay. Et on a vu récemment ce qui s'est passé au Niger. Au Niger, ça je suis d'accord, sauf que d'autres ont été obligés. Mais sauf que d'autres ont été obligés. Non, je vous ai dit, c'est la conjugaison de deux choses. La première chose, c'est la volonté politique du responsable politique au plus haut niveau. Et la deuxième chose, c'est l'organisation sociale, mais aussi... qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ne sommes-nous pas arrivés à obliger Alpha Condé de faire un autre mandat? La Guinée était arrivée à un niveau de clivage de telle sorte que le fossé était très grand. Et il n'y avait pas d'homogénéité entre les mouvements citoyens, mais aussi les formations politiques. Il y avait une scission. Donc c'est comme si c'était vraiment un fossé énorme où il y avait une tendance qui voulait la continuité et une autre tendance qui voulait vraiment l'alternance. Donc ça ne permet pas normalement d'avoir une force nécessaire pour pouvoir actionner. Il suffit dans ce cas précis qu'il y ait une volonté politique. Si par exemple le président avait décidé de s'inscrire dans la logique de l'alternance, il allait avoir l'alternance. Donc c'était prévisible. Mais c'était vraiment prévisible parce que... C'était prévisible qu'il y ait un autre mandat pour le professeur Alpha Condé, c'est ça? Bon, disons, c'était pas en tant que tel prévisible, mais le fait que la volonté était là, et les moyens ont été mis à contribution, les moyens financiers, les moyens sécuritaires. Donc, forcément, vous avez vu... elles sont impuissantes. Bon, pas à se sentir elles sont impuissantes. Oui, en quelque sorte, sur certains aspects. Elles sont même très impuissantes. Bon, ça c'est vous qui le dites. Oui, je vous pose la question. Elles sont même très impuissantes parce que, voyez-vous, après on a eu une organisation qui s'appelait FNDC. Ce que je peux vous dire, le niveau d'engagement. La mobilisation de FNDC. Vous pouvez m'écouter un peu? Bien sûr, je vais vous écouter, mais je sais là où vous voulez venir. Le niveau d'engagement de la société civile guinéenne, jusqu'où la société civile est partie, et tous ces mouvements que vous citez, en termes d'engagement, par rapport à l'ancrage démocratique, on ne peut pas l'égaler ailleurs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, docteur? Ça veut dire qu'il y a eu de l'effort. Oui. Il y a eu de l'effort. Il y a eu suffisamment d'efforts, mais les résultats escomptés n'ont pas été obtenus par certaines formes de facteurs. Quelle forme de facteurs, docteur? J'ai l'impression que vous voulez parler ou vous ne voulez pas parler. Au fait, le truc, c'est que moi, je vois la situation. La Guinée a un niveau de manipulation et l'instrumentalisation ethnique qui fait que, véritablement, qui fait essuyer. Et ça, c'est la faute de qui? Bon, ça, c'est la caractéristique de la société guinéenne. Qui a manipulé ou qui manipule la population? Ben, tout le monde manipule tout le monde. Même la société civile. Non, mais la société civile doit échapper. C'est la société guinéenne. Donc ça veut dire que si aujourd'hui il y a eu un autre mandat pour le professeur Alpha Condé, il y a une continuité pour lui, c'est l'échec de toute la société guinéenne, c'est ça? Pas forcément, parce que ce n'était pas toute la société guinéenne qui était pour cette alternance. Il y avait une grande partie aussi de la société qui, de par leurs propres raisons, qui suivait aussi cette politique de continuité. D'accord. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les Guinéens. C'est un recul? En quelque sorte, c'est un recul pour la par démocratie. rapport au regard extérieur, c'est un recul. C'est un recul. C'est un recul.
D'accord. Ouais. C'est décourageant en tant qu'acteur de la société civile. On sent aujourd'hui que la démocratie elle est menacée, pas seulement en Guinée, mais on voit ce qui se passe dans la sous-région. Pour le cas de la Guinée, c'est un recul par rapport à la c'est démocratie. un vrai recul. Vous êtes déçu? C'est un vrai recul. Bon, la déception, ça c'est autre chose, mais c'est un vrai recul. Non, vous n'avez pas dit que vous êtes déçu? Je suis déçu de la manière où, en tout cas, les pertes en vie humaine, les pertes, il y a beaucoup de citoyens qui ont perdu. Non, vous êtes déçu qu'il y ait un autre mandat pour le professeur Alpha Condé. La manière, peut-être. La manière. Alpha Condé, il n'y a pas de manière, il est au pouvoir aujourd'hui, peu importe la manière aujourd'hui. L'objectif, c'était qu'il ne soit pas au pouvoir en 2021, ce qui n'est pas le cas. Bon, ça c'est l'objectif, comme vous le dites, oui, pour une catégorie. Mais vous êtes déçu de n'avoir pas réussi. Et par rapport à quoi? Par rapport à cela, à l'alternance, à créer l'alternance. Le fait que l'alternance n'est pas obtenue avec véritablement tout l'espoir que les Guinéens avaient par rapport à l'élan démocratique que nous avons amorcé en 2010, c'est vraiment une déception. Une grande déception. Une grande déception. Pourquoi vous n'avez pas pris position directement dans le FNDC? On ne vous a pas vu. Bon, le FNDC, c'est un mouvement qui a été créé par des organisations de la société. C'était le plus grand. Hein. Oui, c'était un grand mouvement qui a eu ses mérites. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut s'embarquer dans ce mouvement. Non, tous ceux qui étaient très engagés, qui voulaient s'illustrer, ils se sont embarqués dedans. Justement. Vous, mais on ne vous a pas vu. Mais on ne nous a pas fait appel. Attendez, vous attendez qu'on vous appelle pour que vous veniez lutter pour la République, docteur? Mais chacun peut lutter de sa manière, là où il est. C'est pas obligatoire d'être dans... Non, c'est pas obligatoire, mais dans ce sens-là, vous devriez vous joindre au mouvement, parce que c'était quand même le plus grand mouvement, vous l'avez dit, qui avait ses mérites aujourd'hui. Vous auriez pu apporter beaucoup de choses là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Je vous ai donné les raisons. Parce que vous n'avez pas été appelé. Si vous créez votre mouvement, vous ne me faites pas cas, ne m'invitez pas, je vais m'auto-inviter. Moi, je vais venir vous voir. Je vous dis, la lutte, cette lutte-là, ce n'est pas une lutte pour vous tout seul. Il faut qu'on mène cette lutte ensemble. Pour mener un combat patriotique. Vous savez, c'est un peu ça le problème de la société civile. Non, c'est pas seulement la société civile. C'est pas seulement la société civile. Mais surtout les organisations de la société civile. Justement. Oui, Alpha Bla est le président de publier ce que vous payez. Donc, publier ce que vous payez entame ici une action républicaine. Je ne vais pas le dire parce qu'il ne m'a pas appelé. J'attends d'abord qu'il m'amène une lettre d'invitation. Ensuite, qu'il m'appelle au téléphone. Et après, qu'il m'amène une commission. Après, maintenant, je verrai si je peux aller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les forces au niveau de la société civile sont dispersées et que ça échoue. Bon, en quelque sorte, vous avez raison. Je vous donne raison. Voilà. Et c'est dommage. C'est très dommage. C'est aussi à l'image de la société guinéenne entièrement. Moi, je l'ai dit, je le dis et je le répète. La division de la société civile ne profite qu'au pouvoir. Ouais. Parce que quand la société civile conjugue le même verbe, ça pèse dans la balance. D'accord. Dans la conduite de la politique de l'État. Maintenant, c'est recul. Mais la division des syndicats, la division de la société civile, tout court, ne profite qu'au pouvoir. C'est recul de la démocratie. On va tous en subir finalement. Ben oui, seulement c'est un recul. Donc, tâchons encore de travailler dur pour vraiment reconquérir. Est-ce que vous pensez qu'on en tire leçon depuis? Mais on est obligé de tirer les leçons. Ça, c'est obligatoire. Ouais, parce qu'il y en a qui pensent que l'échec, cet échec-là, c'est l'échec du FNDC et tous ceux qui l'ont animé. Bon, moi, je ne comprends pas comme ça. D'accord. Je ne comprends pas comme ça. Après, ça devient un objet de moquerie pour les uns contre le FNDC et c'est très dommage. Je pense que pour la marche de la nation, il n'y a pas à se moquer de X ou de Y. Chacun a ses convictions et chacun s'engage pour le peuple de Guinée, mais toujours est-il que les points de vue peuvent diverger quelque part. Une dernière question sur ce sujet avant de clore. Est-ce que c'est parce que, comme le disent certains, c'est parce qu'il y a eu l'implication des politiques au sein du FNDC? C'est parce qu'il y a eu l'implication des politiques qui a fait que le mouvement a échoué? Ça a pris une connotation politique? Bon, beaucoup ont fait, disons, ces analyses. Quelle est la vôtre? Mais en réalité, à un moment donné, si l'agenda des acteurs de la société civile est vraiment en conformité avec l'agenda politique, il n'y a pas de raison qu'ils ne partent pas ensemble. Mais ça dépend de la manière de formaliser les choses. Il faut que
dans ces genres de mouvements, pour donner du poids au mouvement de la société civile, les politiques doivent rester en backup. Parce que quand les politiques se mettent en avant, vous connaissez l'objectif... Ça a été nuisible donc finalement l'objectif des politiciens, des partis politiques... L'alliance entre politique et société civile, cette fois-ci-là, ça a encore été nuisible. L'objectif des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir, oui, et l'exercer et le conserver. Oui. Donc, et l'objectif de la société civile, c'est vraiment suivre et respecter au maximum la loi et s'adosser sur cette loi pour mener des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et quelque part, quand le mouvement citoyen est en avant, les politiques doivent rester en backup. Mais quand c'est les politiques qui sont en avant, le plus souvent, ça échoue. Ce qui est arrivé au FNDC. Parce que on voit les politiciens comme des gens qui luttent pour obtenir le pouvoir ou pour tirer la couverture vers eux. Donc souvent, l'intérêt général n'est pas vu. C'est ce qui est arrivé au FNDC. Partisan qui est vu. Bon, c'est quelque part, oui, on peut dire oui. Très bien. Ouais. Dommage, de toute façon, pour les organisations. Je pense que la Guinée déjà a reçu beaucoup de mouvements. Hein. Vous savez, en 2006 et en 2007. Rien n'a profité à la population guinéenne, docteur. Justement, ça je suis d'accord. Rien n'a profité à la population guinéenne. C'est comme si on tournait autour d'un point. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. D'accord. On va évoluer. Le président Alpha Condé, finalement élu, il a nommé un gouvernement. Kassori reste Premier ministre, chef du gouvernement, et des grandes annonces sont arrivées. Vous observez un peu la politique, comment dire, la gestion de la chose publique depuis? Oui, bien entendu, mais vous m'avez fait faire votre émission uniquement sur le FNDC. Non, pas le FNDC. Non, ça vous aurez dû peut-être c'était juste une parenthèse maintenant. Un leader de FNDC par rapport à tout ça. Mais le problème, c'est que beaucoup ne sont plus là, vous voyez, c'est ça le malheur. Bon. Donc, de toutes les façons, ce n'était pas le FNDC, c'était la situation de la Guinée avant l'élection du président Alpha Condé, pour en venir maintenant à la nouvelle gestion du professeur Alpha Condé. Gouverner autrement, vous avez certainement entendu le slogan. Et le Premier ministre, c'est toujours Kassori. Des grandes annonces ont été faites par non seulement le Premier ministre Kassori, mais par le président de la République. Je vous demandais si vous avez observé depuis. Oui, on observe. Je suis un observateur de la scène politique. Est-ce que depuis des années, les annonces les annonces qui ont été faites par le président de la République et parfois même par son Premier ministre et les actes qu'on pose depuis, vous rassure? Bon, comme les Anglais le disent, wait and see. Vous savez, en Guinée, on nous a familiers avec des discours, des discours vraiment quelquefois pompeux, mais il faut attendre de voir les résultats de ces discours. Les Guinéens veulent voir des actes concrets, vraiment l'impact de tous ces discours sur le panier de la ménagère, l'impact de tous ces discours sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, l'impact de tous ces discours sur aussi la mobilité à l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, pour aller à Mamou, c'est la corvée, c'est la croix et la bannière. Il est très facile de circuler au niveau des pistes, au niveau local, entre les sous-préfectures ou entre certaines préfectures, que de circuler sur nos routes, sur la route nationale aujourd'hui. Oui. Donc je pense que rien ne sert à faire des discours si vraiment ces discours ne sont pas accompagnés par des actes. Mais les actes, justement, les premiers qu'on a eu à poser, la question c'est, est-ce que ces actes-là vous rassurent? Est-ce que vous pensez que ce nouveau mandat pourrait être différent des deux précédents? Bon, c'est ce que nous souhaitons. Moi, personnellement... Non, ce ne sont pas les souhaits, ce sont les actes, la réalité. Vous observez. Mais pour le moment... Il y a eu des actes. Lesquels? Ah, il n'y a pas eu d'actes? Non, dites-moi. Vous pensez que depuis, il n'y a pas eu d'actes? Non, c'est la question que je vous pose. Le gouvernement a été formé quand? S'il n'y en a pas eu, vous me dites qu'il n'y a pas eu de a été formé quand? Il y a juste 2 mois. Oui. Donc, en 2 mois, est-ce qu'on peut parler d'actes? Ok. Hein? Donc pour vous, il n'y en a pas eu. Pour le moment, on reste sur les discours, sur les intentions. D'accord. Sur les intentions du président, sur les intentions du Premier ministre, sur les intentions du gouvernement. Mais ça reste des intentions. Mais ce qui est souhaitable, que vraiment ces discours et ces intentions se suivent d'actions et qui impactent la vie du citoyen. D'accord. Vous connaissez le président de la République, depuis 10 ans, il est président. Le Premier ministre Kassori, depuis 3 ans maintenant, il est Premier ministre. Vous les connaissez? Oui.
Ils ont fait des discours, vous l'avez rappelé, et vous avez émis des souhaits que ces discours-là soient concrétisés. Mais est-ce que vous pensez que de par les hommes que vous connaissez, ils pourront concrétiser ces discours? Bon, ça n'appartient qu'à Dieu. Hein. Non, laissons Dieu en dehors de ça. Non. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que lorsque vous connaissez l'homme, vous pouvez déduire ce qui adviendra de ces actes. Non, en réalité, ce qu'il faut dire, un homme peut changer selon les circonstances et selon les contextes. Vous croyez qu'ils vont changer? Moi, je souhaite qu'ils changent positivement. C'est ce que je souhaite. Vous savez, je ne suis pas venu vous demander votre souhait, docteur. Non, je ne suis pas venu demander votre souhait. Mais je peux si c'est votre souhait, oui, ouais. Mais avant de parler de votre optimisme, dites-moi c'est quoi la réalité. Vous pensez qu'ils pourront le faire? Parce que on a reproché au président Alpha Condé, par exemple, de vouloir faire du nouveau avec des anciens. On reprend les mêmes ministres, le même premier ministre, et on change de discours et on veut changer les choses qu'on n'a pas changé depuis 10 ans. Ce que je veux savoir, c'est que est-ce que vous pensez que de par ces hommes que vous connaissez, parce que vous les côtoyez, je veux dire, vous êtes acteur majeur de la société civile, vous voyez leurs actes, vous les analysez depuis 10 ans, est-ce que vous pensez qu'ils vont changer? Est-ce que vous êtes optimiste du changement qui viendra de leur côté? Est-ce qu'ils pourront vraiment poser des actes autrement que les actes qu'ils ont eu à poser? Mais vous ne pouvez pas m'ôter quand même le sentiment de faire des souhaits qui changent positivement. Mais là, c'est des analyses que je demande de vous. Mais l'analyse en tant que telle, par rapport aux actes ou aux discours qu'il prononce, c'est que jusqu'à présent, il y a quelques avancées que nous pouvons noter, mais il y a beaucoup d'efforts à fournir encore pour que véritablement les Guinéens... Est-ce qu'ils pourront y arriver? S'ils pourront arriver? Oui, à fournir ces efforts-là. C'est mon souhait. Ce n'est pas votre souhait. Est-ce qu'ils pourront y arriver, docteur? C'est mon souhait qu'ils puissent arriver. Parce que s'ils arrivent, c'est pour tous les Guinéens. Les Guinéens vont tirer les conséquences. S'ils n'arrivent pas, les conséquences aussi, ce sera sur tous les Guinéens. Donc, si vous devriez alerter, par exemple, parce que vous êtes aussi une force d'alerte. Bon, si vous devriez alerter aujourd'hui sur le gouvernement, vous aurez dit quoi? L'alerte, souvent, on donne 100 jours. Donc, pour commencer à faire l'alerte, il faut au moins une petite période. Oui, mais c'est des hommes que vous connaissez depuis plus de 100 jours. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous pourrez dire? On est à près de 100 jours maintenant. Non, on n'est pas on est à près de 100 jours. Non, on est à plus de 60 jours de la formation du gouvernement. Maintenant, dites, quelle est l'alerte que vous avez? Vous n'allez pas alerter. Pourquoi vous hésitez, docteur? Non, je n'hésite pas. Si, vous hésitez. Oui, mais en même temps, il y a de l'hésitation dans ce que vous pensez. J'ai dit, vous remplacez les analyses par des souhaits. Leurs discours aussi, ce sont des souhaits. C'est ce que j'ai dit. Donc on ne peut pas rester dans des souhaits de toute façon. Estimons que leur discours, cette fois-ci, pour une énième fois... Non, c'est pas ce que j'attends de vous, docteur. Non. Dites-moi ce que vous voulez. Ce que j'attends de vous, c'est une analyse réaliste de la situation et une alerte. On doit pouvoir venir auprès de vous comprendre ce qu'on ne comprend pas dans les discours des politiques. En termes d'analyse et d'alerte que je peux dire, c'est que le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec presque plus d'une année de crise de coronavirus, et le contexte actuel, le contexte dans lequel nous vivons actuellement, il va être très difficile de s'attendre à vraiment à des améliorations très significatives. Peut-être même il y aura des détériorations, au contraire. On ne souhaite pas, mais c'est l'alerte que je donne. Par exemple, vous voyez, quand vous partez sur des choses concrètes, on trouve facilement des questions. On va faire l'enchaînement avec le discours du Premier ministre. On est d'accord que la situation est très difficile pour la population guinéenne aujourd'hui. Bien sûr. Et pourtant, le Premier ministre ajoute qu'il va falloir encore plus serrer la ceinture parce que les prochains mois vont être encore plus durs. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, c'est justement ce que je venais de dire. C'est en concordance parce que, vous savez, quand vous promettez monts et merveilles à des citoyens ou à un peuple, et que réellement vous voyez que le contexte ou des éléments que vous ne maîtrisez pas continuent vraiment à rendre le contexte encore plus difficile,
il est important de faire ce qu'on appelle le discours de vérité vers le peuple. Donc vous pensez qu'il a eu un discours de vérité? Oui, je pense qu'il a eu un discours de vérité pour dire aux Guinéens, c'est pas demain... Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un discours de manque de respect à la population guinéenne, que ce n'est pas ce que la population guinéenne attendait de ses dirigeants. Justement, bon, vous savez pourquoi? Ceux qui font ces analyses-là aussi ont leur raison, parce que comme on a parlé de gouverner autrement, on a parlé de prospérité à partager, et si maintenant, brusquement, à quelques jours de la formation du gouvernement, on annonce vraiment la réalité que la population doit s'attendre, pour certains, ils peuvent être déçus. Donc ça, c'est compréhensif. Mais pour moi, c'est bon de tenir le langage de vérité aux citoyens que de les mentir. Et après, ils voient autre chose. Donc, ce qui reste clair, le contexte sera de plus en plus difficile parce que la production sur le plan mondial a baissé sur tous les coûts. Et qui dit rareté dit cherté ou valorisation des produits. Donc, ça va augmenter. Et il y a moins de travail, il y a plus de besoins. Donc, forcément, le coût de la vie va augmenter. Donc ça, c'est pas seulement la Guinée, c'est quelque chose qui frappe le monde. Donc aujourd'hui, la population guinéenne doit s'attendre par exemple à une augmentation du prix du carburant, des denrées de première nécessité. Justement, c'est là où l'État doit juguler les choses. Et un État, c'est aussi un tout, c'est un ensemble d'éléments. Ils doivent vraiment agir sur des leviers pour aussi atténuer ces effets, ces chocs extérieurs-là, vis-à-vis du peuple de Guinée. Ils doivent agir sur des leviers pour freiner ou pour atténuer au maximum ces chocs. Justement, ces produits pétroliers doivent soit rester stables ou diminuer de prix. Parce que vous savez, à quelques moments, le prix du baril a baissé. Et ensuite, il n'y a pas assez de mouvements aujourd'hui par rapport au déplacement. Les avions ont diminué leur fréquence. Beaucoup de fréquences de mouvements de par le monde, ces mouvements ont diminué. Disons que le monde bouge moins aujourd'hui. Bouge moins. Donc, je pense que ces produits-là doivent rester soit stables ou baisser de prix. Donc, pour vous, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une augmentation là où il y a le comment dirais-je, c'est pour un peu diminuer l'effet sur les produits de première nécessité. On sait que par le coût du transport, le riz va augmenter, sûrement. Ça a déjà commencé. Et le blé, la pandémie a impacté sur la production de blé. Donc ça va augmenter. Maintenant, si on agit sur le carburant, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Donc c'est dans ça, donc aujourd'hui, si je résume, c'est cette modélisation que le gouvernement doit faire. Que le gouvernement en aucun cas ne doit augmenter le prix du carburant pour pouvoir stabiliser le coût des autres produits. Justement, des premières nécessités. Il faut une vraie politique de modélisation. Il faut une vraie politique de modélisation. Vous pensez que c'est possible ça? Oui, mais ils sont là pour ça, normalement, ils sont nommés pour ça. C'est pour aussi... Parce que vous savez, en Guinée, on est habitué, c'est pas vous, je vais apprendre ça, on est habitué à augmenter le prix du carburant pour pouvoir montrer que les choses sont devenues de plus en plus difficiles et pour pouvoir faire de l'économie. Bon, je pense donc la première chose qu'on pense qu'ils vont faire, c'est d'augmenter le prix du carburant. C'est possible de faire ça quand les autres denrées sont stables. Par exemple, le riz, le sucre, tout ce qui s'ensuit là. Si ces denrées de première nécessité là sont stables, on peut agir, le gouvernement peut agir pour chercher des... Aujourd'hui, le riche de pain qui était à 2500, 3000 francs, mais aujourd'hui, je pense que tel n'est pas le cas. Il faut vraiment, pour stabiliser les autres prix, il faut agir sur les produits stratégiques comme le carburant pour stabiliser les autres. Si par exemple le carburant reste stable ou il diminue un peu, ça va permettre vraiment de juguler les autres. Parce que quand le carburant augmente, ça va encore exploser. Je suis sûr. Vous êtes encore président de payer ce que de la coalition Payer ce que vous publiez. Publier ce que vous payez. Enfin, publier ce que vous payez, qu'est-ce que je raconte? La coalition Publier ce que vous payez dans les industries extractives notamment. Moi, j'ai envie de poser une question dans ce cas. Qu'est-ce que nous rapportent nos mines, nos ressources minières? Ça nous rapporte quoi par rapport à l'économie? Bon, par rapport à l'économie, aujourd'hui, les mines sont utilisées comme levier pour booster les autres secteurs. Mais c'est ce qui a du mal à fonctionner. Le secteur minier aujourd'hui, il y a un boom.
dans le cadre de la production. La production a augmenté. Et maintenant, il faut que la diversification de l'économie puisse suivre. C'est-à-dire que nous devons utiliser les revenus du secteur extractif pour booster les autres secteurs, comme l'agriculture, et mettre des infrastructures durables pour que les futures générations puissent profiter. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de pomper la bauxite. Mais ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour aussi nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Donc il faut que cette manne financière-là soit utilisée pour diversifier notre économie, pour aussi créer des infrastructures durables, pour qu'on ait un système éducatif fort, fiable, avec des infrastructures de qualité, pour qu'on ait des routes de qualité pour transporter nos denrées et aussi booster le développement de manière générale. Donc, et avoir un système sanitaire vraiment fiable pour que nos enfants naissent dans de bonnes conditions et qu'ils grandissent et que nos petits-enfants profitent de ces infrastructures. Est-ce que justement aujourd'hui, nos ressources minières sont très bien exploitées? Les ressources minières sont des ressources épuisables dans le temps. Je suis d'accord. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que ces ressources-là sont aujourd'hui normalement exploitées par les autorités, par nos autorités, par les gouvernements? Par la production du brut, on peut dire aujourd'hui, nous sommes en train de prendre une place par le monde, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut que la politique minière soit repensée de telle sorte que la transformation soit faite sur place. Sur place. Pour qu'on ait vraiment, pour qu'on gagne sur toute la chaîne de valeur. Qu'on ait le produit fini chez nous aussi longtemps que nous allons exporter le brut, la bauxite, nous exportons du travail chez les autres, nous exportons des taxes, de l'argent chez les autres, et nous gagnons uniquement que le minimum. Donc il faut que le gouvernement agisse sur ces facteurs-là pour qu'on puisse gagner sur toute la chaîne de valeur. Donc la transformation ici, au niveau local, elle est fondamentale. Encore du chemin à faire? Du chemin à faire, oui. Vous pensez qu'il s'est amorcé dans la politique du gouvernement? Je pense qu'il faut... Nous, on continue à tirer la sonnette d'alarme. Mais on ne vous écoute pas? On doit s'écouter. Non, mais je vous dis, la réalité, c'est qu'on ne vous écoute pas, c'est ça? On ne vous écoute pas encore. On nous écoute moins. On vous écoute moins. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous écoute pas. On nous écoute, non, on nous écoute quand même. Dans tous les cas, on nous écoute. On vous entend, mais peut-être qu'on ne vous écoute pas du tout. Non, on nous entend, on nous écoute, même si on n'applique pas ce qu'on dit. Ah ben, on ne vous écoute pas dans ce cas. On nous écoute. Dernier sujet, si vous n'êtes pas trop fatigué. Allez-y. C'est la réalité politique, le contexte politique. Je reviens là-dessus. Oui. Il y a quand même des acteurs politiques, des leaders politiques qui sont en prison. Depuis, je peux citer Ousmane Gawal Diallo, qui est le responsable de communication du parti UFDG, qui est le parti qui est souvent venu deuxième à présidentielle. Il y a M. Ibrahima Cherif Ba, qui est vice-président du même parti politique. Il y a Abdoulaye Ba, qui était l'ancien candidat à la mairie de Kindia, qui est de ce parti. Il y a ainsi de suite Etienne Soropogui, qui est président de Nos Valeurs Communes, c'est un mouvement politique. Après ces élections, tous ces acteurs-là s'y sont retrouvés. Il y a Fonike Mangué, aujourd'hui il y a le journaliste sportif, le doyen Amadou Djoulde qui est en prison. Donc il y a eu beaucoup plus de prisonniers politiques. On nous cite plus de 400 prisonniers qui sont en prison. En fait, plus de 400 leaders d'opinion qui sont en prison. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que d'abord vous les considérez comme des prisonniers politiques? Mais bien sûr, ce sont des prisonniers politiques. Ouais. Parce que le président l'a affirmé, il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée. Bon, il faut comprendre aussi le président dans son langage. Mais en réalité, ce sont des politiciens qui sont emprisonnés par le fait de leur action politique. Et soit par leur position, par leur opinion politique. Donc on ne peut que les définir comme étant des prisonniers politiques. D'accord. Sauf qu'on dira qu'ils sont emprisonnés pour des faits de droit commun. Même s'ils sont emprisonnés pour des faits de droit commun, la qualification appartient à la justice, mais l'opinion retiendra que ce sont des hommes politiques. Alors, quelle est la place d'un pays, sur l'échiquier international, quelle est la place d'un pays où il y a des prisonniers politiques? En quelque sorte, nous savons. La Guinée a cette histoire d'emprisonnement des politiciens.
Même le président de la République a été emprisonné ici. Oui. Il a été condamné en 98, en contumace, ainsi de suite. Donc c'est une histoire qui se perpétue de génération à génération. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une rupture. Il faut qu'on fasse une rupture de cette situation ancienne que nous avons vécue depuis très longtemps, pour qu'on s'inscrive dans la logique vraiment de la gouvernance politique. Est-ce que la Guinée peut être considérée aujourd'hui comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme? En quelque sorte, vous savez, il y a eu beaucoup de cas de perte en vie humaine lors de ces manifestations. Il y a eu des destructions des biens, des emprisonnements. Donc tout ça n'honore pas vraiment politiquement la position du pays, mais aussi sur le plan de l'éthique et de la conduite vraiment de la gouvernance politique. Il est important vraiment de marquer un coup d'arrêt. La justice doit accélérer les pas pour que véritablement ceux qui sont coupables soient condamnés et qu'il y ait des actions pour que le président de la République puisse porter sa grâce sur ses citoyens. Parce qu'il faut savoir vraiment dépasser les situations. Aujourd'hui, nous sommes... tous ces mouvements sont derrière nous, donc il faut finir avec... il faut pas laisser même un individu, un citoyen en prison à cause de ses opinions. Donc ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée, ceux qui pensent que ce ne sont pas, ils ne méritent pas qu'on les appelle des prisonniers politiques, vous pensez que c'est par ignorance ou c'est par mauvaise foi? Bon, ça c'est à eux de juger ça. Non, parce que la façon dont vous êtes en train de dire, c'est une flagrance au fait. Oui, pour vous, ça s'impose à l'esprit que des personnes qui ont été emprisonnées à cause de leur opinion politique soient appelées des prisonniers politiques. Mais puisque le terme ne s'appelait pas, notamment aux défenseurs des droits humains à l'international, aujourd'hui, on n'a pas envie qu'on dise qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée. Est-ce qu'ils le disent par mauvaise foi? Ce que je souhaite, oui, qu'on ne fasse pas de débat. Non, il n'y a pas de débat autour de ça. Et pourtant, ça existe. Mais si vous alimentez ce débat, c'est la vie des citoyens. Ce sont des Guinéens. C'est justement pour le respect de leurs droits qu'on est en train de les... Ce sont des Guinéens qui sont emprisonnés. Donc, par leur opinion. Il ne faut pas que ça passe inaperçu, docteur. Moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas continuer à alimenter ce débat dans ce cadre. Pourquoi? Parce que ça saute aux yeux. Bon, mais quand des personnes refusent... Si c'est une évidence chez vous, c'est une évidence dans l'opinion, mais pourquoi alimenter le débat là-dessus? Pour en tirer une conclusion, docteur. Quelle conclusion? Une conclusion. Pour ceux qui ne savent pas, je vous pose la question. C'est pourquoi je suis en train de vous ai posé la question à savoir, est-ce que ceux qui le disent, ils le font par mauvaise foi ou ils le font par ignorance? Parce que d'autres peuvent le faire par ignorance. Et s'ils le font par ignorance, il faudrait bien leur faire comprendre cela. Mais en réalité, si vous cherchez à faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il connaît, mais ça veut dire quoi? Non, d'accord. Donc ils le savent. Mais tout le monde le sait. Ça saute aux yeux. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui est autre étonnant, peut-être la dernière question, c'est que cela arrive. Ces hommes en politique, comment dirais-je, cela arrive sous le mandat de quelqu'un qui en a été victime et dont tout le monde avait dénoncé. C'est un vieux débat, c'est vrai, mais ça revient encore. Le professeur Alpha Condé a été condamné par le premier régime par contumace, il a été emprisonné par le deuxième régime, donc condamné à 2 ans, même s'il a été amnistié par après. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en prison par des faits dont il a été victime lui-même et dont certains ont dénoncé. Cette incohérence-là, elle est politique. Elle est acceptable? Est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'on doit toujours s'attendre à ce que ça soit toujours comme ça? Non, il y a toujours les vieux démons. Les vieux démons qui nous hantent et qui nous suivent. C'est cette répétition de l'histoire. Je pense qu'il faut qu'on marque un coup d'arrêt et qu'on fasse la rupture avec toutes ces anciennes pratiques. Il est important de s'inscrire dans le respect de la dignité humaine, le respect des citoyens, le respect de ses opinions. Ça, je pense que ça n'indique pas l'évolution ou le progrès de qui que ce soit. Il est très très important, à mon avis, que le président de la République puisse faire un déclic à ce niveau et que là où les Guinéens l'attendent, qu'il soit là, qu'il soit le symbole. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin d'un symbole pour vraiment l'unité nationale, un symbole pour le pardon et la cohésion sociale, un symbole pour le vivre ensemble.
Nous avons besoin. Nous avons vu ce qui s'est passé ailleurs. Mandela, il pouvait emprisonner ses éoliers. Il pouvait se venger. Mais il ne l'a pas fait. Il faut être un homme fort. Donc, pour il faire faut être un homme fort. Donc, c'est ce rendez-vous-là. C'est dans ce rendez-vous-là que nous attendons le professeur Alpha Condé. Pour une autre nous voulons fois. qu'il soit vraiment ce symbole qui pardonne, qui montre aux Guinéens qu'on peut pardonner et qu'on peut vraiment dépasser ces situations, qu'on peut vraiment aspirer à l'unité nationale, qu'on peut vraiment aspirer au vivre ensemble dans notre pays et à la cohésion sociale. Pour une seconde fois, on empêche le président de l'UFDG, c'est d'Alain, de sortir du pays. Pour une seconde fois, il devrait aller en Côte d'Ivoire. On lui a empêché de sortir du pays. Quel commentaire avez-vous fait? Bon, le commentaire, c'est simplement une violation de notre constitution, de cette nouvelle constitution encore. Okay. Et je pense que la liberté de circuler est consacrée à tous les citoyens de la communauté de la CEDEAO. Okay. Il suffit de présenter des documents en bonne et due forme, des documents de voyage, et tu dois circuler librement. Sauf que celui-là, ce n'est plus un citoyen lambda. Hein. Et justement, c'est cet énième empêchement des leaders politiques, parce que ça n'a pas commencé par lui. Non. C'est quelque chose qui est vraiment regrettable et qu'il faut arrêter. D'accord. Et je pense que ceux qui sont en train de le faire ne sont pas au service du président, mais aussi du service de la nation. Il faut qu'il y ait vraiment un dépassement de soi pour éviter ces querelles inutiles, ces situations vraiment qui n'honorent pas vraiment la Guinée. Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, il est le président de la coalition Publiez ce que vous payez et vice-président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile. Voilà, j'arrive enfin à définir CNOX. Conseil national des organisations de la société civile est notre invité de droit d'alléger. Merci docteur d'avoir répondu à notre question. C'est à moi de vous remercier et remercier votre équipe. Et justement, vous avez 30 secondes pour dire ce que vous voulez sans interruption, parce que souvent je vous ai interrompu. Bon. C'est le moment de la carte blanche. Je pense que déjà j'apprécie votre émission et je vous félicite, votre équipe. Ce que je peux dire aux Guinéens qui nous regardent, c'est qu'on est condamné à vivre ensemble dans ce territoire. Donc il faut qu'on s'aime, on est obligé de s'aimer. Si on ne s'aime pas, et si on ne se donne pas les mains, si on n'apprend pas à vivre ensemble, ce n'est pas des Martiens ou des Européens qui vont venir nous l'apprendre. Déjà, nos ancêtres l'ont fait avant nous. Il y a des pactes sociaux qui existent. Il faut les déterrer, les dépoussiérer et les mettre sur le tapis. Il ne faut pas que des politiciens, des passagers qui vont passer, continuent encore à enfoncer la Guinée et à nous diviser, à élargir le fossé qui est entre nous. Il faut vraiment rompre cela. Parce que quelque part, dans chaque famille, il y a une mosaïque. Et c'est le cas chez moi, c'est le cas peut-être chez vous. Ailleurs, on retrouve toutes les ethnies dans chaque famille en Guinée ici. Oui. Donc c'est par le fait des politiciens, c'est par le fait de la puissance publique qu'on mélange, on instrumentalise les ethnies les unes contre les autres pour vraiment créer la zizanie pour des faits politiques uniquement, soit pour conquérir le pouvoir, ou l'exercer ou le conserver. Donc je pense que nous devons avoir la hauteur de vue et pour cela, nous devons agir sur des leviers sûrs, des leviers de l'éducation. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'éducation de nos enfants, de nos citoyens. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus l'instrumentalisation va diminuer. Parce que quelque part, les personnes ils vont réfléchir encore une fois pour pouvoir s'orienter sur les pentes glissantes et qui ne feront que vraiment ternir l'image du pays et aussi agrandir encore le fossé qui est entre nous. Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, il est le président de la coalition Publiez ce que vous payez, vice-président du CNOX. Il était notre invité de droit d'alléger. Derrière les caméras, il y avait Amara Alex Silla et Lamine Silla. Alassane Diallo va assurer le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.